La République de Platon, livre 5e, suite. Alors Glaucon souriant. Si nous subissons quelques dommages du fait de la discussion, Socrate, nous t'acquitterons comme innocents du meurtre et de la tromperie dont nous aurons été les victimes. Prends donc courage et parle. Certes, dis-je, l'acquitté est un innocent au terme de la loi. Il est donc naturel, s'il en est ainsi dans ce cas, qu'il en soit de même dans le cas présent. Alors parle pour cette raison. Il faut donc, repris-je, revenir en arrière et dire ce que j'eusse peut-être dû dire dans l'ordre au moment voulu. Peut-être, cependant, est-il bon qu'après avoir parfaitement déterminé le rôle des hommes, nous déterminions celui des femmes, d'autant plus que tu le veux ainsi. Pour des hommes par nature et par éducation, tels que nous les avons décrits, il n'y a selon moi de possession et d'usage légitime des enfants et des femmes que dans la voie où nous les avons engagés au début. Or, nous avons essayé d'en faire en quelque sorte les gardiens d'un troupeau. Oui. Suivons donc cette idée, donnons-leur, pour ce qui touche à la procréation et à l'éducation, des règles correspondantes, puis examinons si le résultat nous convient ou non. Comment demanda-t-il ? De la sorte, répondis-je, estimons-nous que les femelles des chiens doivent coopérer avec les mâles à la garde, chasser avec eux et faire tout le reste en commun, ou bien qu'elles doivent rester au chenil, incapables d'autre chose parce qu'elles enfantent et nourrissent les petits, tandis que les mâles travaillent et assument toute la charge du troupeau. Nous voulons, dit-il, que tout leur soit commun. Réserve faite que, pour les services que nous en attendons, nous traitons les femelles comme plus faibles et les mâles comme plus forts. Or, peut-on tirer d'un animal les mêmes services que d'un autre s'il n'a été nourri et élevé de la même manière ? C'est impossible, assurément. Si donc nous exigeons des femmes les mêmes services que des hommes, nous devons les former aux mêmes disciplines, certes. Mais nous avons enseigné à ces derniers la musique ou la gymnastique, oui. Aux femmes, par conséquent, il faut apprendre ces deux arts, ainsi que ce qui concerne la guerre, et exiger d'elles les mêmes services. Cela ressort de ce que tu viens de dire. Il se peut pourtant qu'à l'égard de l'usage reçu, beaucoup de ces choses paraissent ridicules, si l'on passe de la parole à l'action. Très certainement. Et laquelle trouves-tu la plus ridicule ? N'est-ce pas évidemment que les femmes s'exercent nues dans les palestres avec les hommes, et non seulement les jeunes mais aussi les vieilles, tout comme ces vieillards qui, ridés et d'aspect peu agréable, continuent à se plaire aux exercices du gymnase ? Par Zeus, s'écria-t-il, cela paraîtra ridicule, du moins dans l'état présent des mœurs. Mais, repris-je, puisque nous nous sommes lancés dans la discussion, il ne faut pas craindre les railleries des plaisants, tant et de tels propos qu'ils tiennent, là contre, quand un pareil changement se produira touchant les exercices du corps, la musique et surtout le port des armes et l'équitation. Tu as raison. Donc, puisque nous avons commencé de parler, il faut avancer jusqu'aux aspérités que présente notre loi, après avoir prié les railleurs de renoncer à leur rôle et d'être sérieux, et leur avoir rappelé que le temps n'est pas bien lointain où les Grecs croyaient, comme le croient encore la plupart des barbares, que la vue d'un homme nu est un spectacle honteux et ridicule, et que, quand les exercices gymniques furent pratiqués pour la première fois par les Crétois, puis par les Lacédémoniens, les citadins d'alors eurent beau jeu de se moquer de tout cela. Ne le penses-tu pas ? Si. Mais lorsque par l'usage, j'imagine, il leur apparut qu'il valait mieux être nu qu'habillé dans tous ces exercices, ce qu'il y avait à leurs yeux de ridicule dans la nudité fut dissipé par la raison qui venait de découvrir où était le meilleur. Et cela montra qu'est censé celui qui croit ridicule autre chose que le mal, qui tente d'exciter le rire en prenant pour objet de ses railleries un autre spectacle, que celui de la folie et de la perversité, ou qui se propose et poursuit sérieusement un but de beauté qui diffère du bien. Rien de plus vrai.
Mais ne faut-il pas convenir d'abord de la possibilité ou de l'impossibilité de notre projet et accorder à qui voudra, l'homme plaisant ou sérieux, de mettre en question si dans la race humaine, la femelle est capable de s'associer à tous les travaux du mâle, ou pas même à un seul, ou bien aux uns et non aux autres, et de demander dans laquelle de ces classes se rangent les travaux de la guerre. Un si beau début ne mènerait-il pas, comme il est naturel, à la plus belle des conclusions? Si, très certainement. Veux-tu donc que nous mettions nous-mêmes que nous mettions nous-mêmes la chose en question, afin de ne pas assiéger une place déserte? Rien ne s'y oppose, dit-il. Prenons donc la parole pour nos adversaires. Ô Socrate et Glaucon, point n'est besoin que d'autres vous fassent des objections. Vous-même, en effet, êtes convenus, quand vous jetiez les fondements de votre cité, que chacun devait s'occuper de l'unique tâche propre à sa nature. Nous en sommes convenus, il est vrai. Or, se peut-il que l'homme ne diffère pas infiniment de la femme par nature? Comment ne différerait-il pas? Il convient donc d'assigner à chacun une tâche différente en accord avec sa nature, assurément. Par suite, comment ne vous tromperiez-vous pas maintenant et ne seriez-vous pas en contradiction avec vous-même en affirmant qu'hommes et femmes doivent remplir les mêmes tâches, ou bien qu'ils aient des natures fort distinctes? Pourrais-tu, étonnant ami, répondre quelque chose à cela? Sur le champ, avoua-t-il, ce n'est pas facile du tout. Mais j'aurais à te prier, je te prie effectivement, d'éclaircir aussi le sens, quel qu'il soit, de notre thèse. Ces difficultés, Glaucon et beaucoup d'autres semblables, je les ai prévues depuis longtemps. Voilà pourquoi j'éprouvais de la crainte et j'hésitais à aborder la loi sur la possession et l'éducation des femmes et des enfants. Par Zeus, ce n'est pas chose aisée. Certes non. Mais à la vérité, qu'un homme tombe dans une piscine ou au beau milieu de la mer, il ne se met pas moins à nager, sans doute. Eh bien, nous devons nager nous aussi et essayer de sortir sauf de la discussion, soutenus par l'espoir que nous trouverons peut-être un dauphin pour nous porter ou quelque autre impossible moyen de salut. Il le semble. Or ça, dis-je, voyons si nous trouvons quelque issue. Nous avons admis qu'une différence de nature entraîne une différence de fonction, et d'autre part, que la nature de la femme diffère de celle de l'homme. Or nous prétendons maintenant que des natures différentes doivent remplir les mêmes fonctions. N'est-ce pas ce dont vous nous accusez? Si. En vérité, Glaucon, l'art de la controverse a un noble pouvoir. Pourquoi donc? Parce que beaucoup de gens, ce me semble, y tombent sans le vouloir et croient raisonner alors qu'ils disputent. Cela vient de ceux qui sont incapables de traiter leur sujet en l'analysant sous ses différents aspects. Ils procèdent à la contradiction en ne s'attachant qu'aux mots et usent entre eux de chicane et non de dialectique. Oui, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Mais cela nous regarderait-il en ce moment? Parfaitement. Il y a risque que, sans le vouloir, nous ayons été entraînés dans la dispute. Comment? Nous insistons courageusement et en vrais disputeurs sur ce point que des natures autres ne doivent pas avoir les mêmes emplois, alors que nous n'avons nullement examiné de quelle sorte de nature autre et de nature même il s'agit, ni sous quel rapport nous les distinguions, quand nous avons assigné aux natures autres des fonctions différentes et aux natures mêmes des fonctions identiques. En effet, dit-il, nous ne l'avons pas examiné. Dès lors, nous pouvons aussi bien nous demander, ce semble, si la nature des chauves et celle des chevelus sont identiques, et après être convenus qu'elles sont opposées, défendre aux chevelus d'exercer le métier de cordonnier, dans le cas où les chauves l'exerceraient, et réciproquement faire pareille défense aux chauves si ce sont les chevelus qui l'exercent. Certes, ce serait ridicule, mais, poursuivis-je, serait-ce ridicule pour une autre raison que celle-ci? Dans l'exposé de notre principe, il n'était pas question de nature absolument identique ou différente.
nous ne retenions que cette forme de différence ou d'identité qui a trait aux emplois eux-mêmes. Nous disions par exemple que le médecin et l'homme doué pour la médecine ont une même nature, n'est-ce pas? Oui. Et qu'un médecin et un charpentier ont une nature différente. Parfaitement. Si donc il apparaît que les deux sexes diffèrent entre eux pour ce qui est de leur aptitude à exercer certains arts ou certaines fonctions, nous dirons qu'il faut assigner cet art ou cette fonction à l'un ou à l'autre. Mais si la différence consiste seulement en ce que la femelle enfante et le mâle engendre, nous n'admettrons pas pour cela comme démontré que la femme diffère de l'homme sous le rapport qui nous occupe, et nous continuerons à penser que les gardiens et leurs femmes doivent remplir les mêmes emplois. Et nous n'aurons pas tort. Après cela, nous inviterons notre contradicteur à nous apprendre quel est l'art ou l'emploi concernant le service de la cité, pour l'exercice duquel la nature de la femme diffère de celle de l'homme. Cette invitation est juste. Peut-être nous dira-t-on comme toi tout à l'heure qu'il n'est pas aisé de répondre sur le champ de manière satisfaisante, mais qu'après examen ce n'est pas difficile. On peut le dire en effet. Veux-tu donc que nous demandions à notre contradicteur de nous suivre, tandis que nous essaierons de lui montrer qu'il n'est aucun emploi exclusivement propre à la femme en ce qui regarde l'administration de la cité? Certainement. Or ça, lui dirons-nous, répond à ceci. Quand tu prétends qu'un homme est bien doué pour une chose et un autre mal doué, entends-tu que le premier l'apprend aisément et le second avec difficulté? Que l'un, après une courte étude, porte ses découvertes bien au-delà de ce qu'il a appris, tandis que l'autre, avec beaucoup d'études et d'applications, ne sauve même pas le savoir reçu? Que chez l'un, les dispositions du corps secondent l'esprit, et que chez l'autre, elles lui font obstacle? Est-il d'autres signes que ceux-là par lesquels tu distingues l'homme doué, pour quoi que ce soit, de celui qui ne l'est pas? Personne ne prétendra qu'il y en ait d'autres. Maintenant, connais-tu quelques occupations humaines en laquelle les hommes ne surpassent pas les femmes? Allongerons-nous notre discours en mentionnant le tissage, la pâtisserie et la cuisine, ouvrages qui semblent relever des femmes et où leur infériorité est au plus haut point ridicule? Tu as raison, observa-t-il, d'affirmer qu'en tout, pour ainsi dire, le sexe mâle l'emporte de beaucoup sur l'autre sexe. Pourtant, nombre de femmes sont supérieures à nombre d'hommes en maint travaux, mais en général, la chose se présente comme tu dis.